Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Eva. Coucou. Qui est une photographe qui est beaucoup active sur Instagram même. C'est vrai. Qui parle beaucoup en story et j'ai voulu parler avec Eva du fait qu'il peut y avoir d'autres relations de couple que la vision conventionnelle que j'ai personnellement qui est on est un couple, on est à deux, on est fidèles l'un à l'autre, c'est un duo, comme vous avez pu de toute façon l'entendre dans l'épisode avec Carlos. Donc c'est vrai que j'ai cette vision traditionnelle du couple, alors que Eva a partagé à plusieurs reprises le fait qu'elle avait une autre vision de ça. Donc Eva, toi, pourquoi ? Ça y est, je sais plus parler. Pour toi, c'est quoi le couple ? Du coup, coucou, merci de me recevoir. Le couple, du coup, pour moi, c'est essentiellement deux personnes. C'est le principe du couple, du coup, d'être à deux. Et moi, dans mes relations, j'ai réalisé au fur et à mesure de mes histoires, mes expériences et des trucs de vie qui sont même pas liés à des histoires d'amour ou des histoires de la sexualité d'ailleurs, mais que un couple traditionnel ne me convenait pas et que j'étais pas épanouie comme ça. Dans le schéma qu'on nous inculque tous les jours, que ce soit par la télé, que ce soit par les séries, une grosse partie par l'ancrage de la religion, du mariage, tout ça. Et qu'on essaye du coup de nous... Pas vraiment de nous imposer, heureusement, c'est pas... Enfin, si, en vrai, on nous l'impose un petit peu, mais on nous apprend que traditionnellement, on doit être deux, on doit être fidèle et se rendre, du coup, pas des services, mais en tout cas avoir une implication extrême, quand même, de la personne avec qui tu choisis d'être. Et que pour qu'un couple se passe bien, je pense qu'il faut beaucoup d'implication et de respect et de communication et de stabilité d'esprit. Et comme l'a dit Carlos, du coup, dans l'épisode sur le couple, qu'il faut bien se connaître et être bien avec soi-même. Moi, en tout cas, je parle vraiment que pour moi. J'estime que j'ai plein de choses encore à apprendre sur moi et qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le couple, comme on me l'a inculqué, qui me rend heureuse et qui m'épanouit. Ouais, je comprends sans comprendre parce que du coup, moi, c'est pas du tout quelque chose que je vis. Ouais. C'est même quelque chose où je suis assez fermée, mais pour moi, c'est hyper personnel. Après, mes amis, mes connaissances, chacun fait ce qu'il veut, ça, je m'en fiche, mais c'est vrai que c'est très personnel aussi, cette vision-là. Et je trouve que quand t'en as parlé, j'ai trouvé ça super, parce que t'en as... Donc, Eva en avait parlé un petit peu en story sur Instagram. Et en fait, tu avais utilisé plein de termes en disant c'est aussi des choses qu'il faut savoir déconstruire. Et c'est vrai. Oui, parce que comme tu le dis, je pense qu'on a un ancrage, que ça soit familial, religieux aussi, sociétal. Il y a plein de choses qui font que un couple, c'est un homme, une femme. Ouais, déjà. Qui se marient, qui restent ensemble toute leur vie, qui se doivent fidélité et amour et prospérité jusqu'à la mort. Et... donc moi, c'est sûr, je suis dans ce schéma-là. Ouais. Mais tu étais consciente qu'il y a d'autres manières de faire. Et puis de toute façon, en grandissant, je côtoie aussi de plus en plus de personnes, et de personnes qui peuvent être différentes de ce que je suis et de ce que je pense. Et heureusement, parce que je trouve que c'est ça qui enrichit quelqu'un. Mais du coup, ça me fait ouvrir un petit peu les yeux sur qu'est-ce qui peut se faire d'autre. Sans dire que je vais me l'imposer à moi, bien sûr. Parce que je trouve ça bien d'en parler. Ouais. Mais du coup, toi... Tu t'en es rendu compte à quel âge et comment ? Alors, je sais pas si... Enfin, je pense qu'en tout cas, le modèle parental va quand même donner un peu une ligne directrice à ta vision du couple. Et par exemple, si t'as des parents qui sont très unis, très amoureux, alors, je fais pas du tout de généralité, mais peut-être qu'en tout cas, ça va te donner une première image du couple, vu que c'est celle que t'as en matière de référence, d'un idéal ou d'un schéma à suivre, peut-être. Alors moi, mes parents, c'était un peu justement l'opposé total. Ils se sont séparés, ils n'étaient pas mariés. Ils se sont séparés quand j'avais 9 ans. Et ma maman m'a vraiment dit, les relations amoureuses, c'est un peu du bonus dans la vie. Genre, sois bien seule et les relations amoureuses, tu verras comment ça se passe. Ça, je suis grave d'accord. Ouais, en vrai, ouais. Mais c'est vrai que c'est très vite un peu une quête de la vie, quoi, de trouver ton âme sœur, la personne. De trouver la cerise sur le gâteau. Voilà, exactement. En tout cas, j'ai 31 ans et quand j'étais... petite, on me disait quand même que le but un peu c'était de trouver quelqu'un qui va matcher avec toi parfaitement. Et moi j'ai l'impression que la seule personne qui va matcher avec moi à 100%, ce sera moi-même toute ma vie. Et que je serai jamais aussi bien que seule.
Alors, j'ai besoin évidemment de relations avec des gens, de relations amoureuses, de relations intimes, tout ça, mais j'ai été en couple exclusif du coup pendant un peu plus de 3 ans, avec un homme extraordinaire, mais je sentais que c'était pas moi profondément. Je sentais que il y avait une petite part de moi qui était enfermée et qui était pas bien. Et vu que j'ai un mode de vie quand même très libre et que je fais en sorte d'être très libre dans mon quotidien, dans mon métier, je sentais quelque chose bloqué et n'allait pas. Et que même ça m'apportait de l'angoisse. C'était comme si c'était un poids en plus à gérer, et alors qu'il peut être lié au fait que j'étais peut-être pas bien et dans ma tête et dans la vie, je sais pas. Mais honnêtement, je pense que c'est que juste, on nous a tellement dit qu'il y avait un modèle de couple parfait, on veut tellement rentrer dedans que... Alors le mot déconstruire, il est un peu dur à entendre parce que bon, ça remet beaucoup de choses en question, et surtout déconstruire, c'est aller piocher dans les choses qui gênent chez toi. C'est vraiment Complètement. te dire, là, je suis pas à l'aise avec cette idée-là, Et j'y vais. convient pas à la société, mais je vais essayer de réfléchir autrement et du coup de me renseigner, tout ça. Et du coup, moi, j'ai vraiment dû me questionner sur plein de choses, sur le mariage, sur le couple exclusif, sur la fidélité, et me poser des questions et tester des choses aussi, d'avoir des retours de personnes qui sont polyamoureuses, de personnes qui sont en couple ouvert, de femmes qui ne veulent plus de relations du tout, sauf juste sexuelles, parce qu'elles sont pas bien dans des couples et des investissements de couple. Et je me suis dit, ok, en fait, on nous dit qu'il y a une seule manière d'être amoureux, amoureuse, mais il y en a plein. Et du coup... je vais pas dire que j'en veux à la religion, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu ça la base du problème, mais je trouve ça hyper intéressant de juste se dire, peut-être on va réfléchir à d'autres trucs. Peut-être on est plein de personnalités différentes, on aime des choses différentes à manger, on aime des choses différentes à écouter, on s'habille pas pareil, on n'a pas envie de vivre au même endroit, enfin on est plein de spectres de personnalités différentes. Et pourquoi on nous dit, par contre le couple, vous avez pas le choix, c'est ça qu'il faut faire. Tu vois, Oui, c'est on vrai. nous a vraiment dit ça. Il y a quelques trucs comme ça dans la société. Je pense aussi beaucoup occidental, parce que toi, tu parlais beaucoup effectivement des répercussions de la religion. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense aussi que c'est très occidental, parce que y a des religions dans le monde où avoir plusieurs compagnons ou compagnons féminins, je sais pas comment. Compagne, ah oui. Je pense. Je sais pas mes mots, d'accord. Ça se fait, c'est ok. Ça se fait. C'est complètement, et c'est normal en fait. Et c'est l'inverse, ce que nous on connaît, qui est en mode bah oui, on déconstruit ça. Ouais, c'est vrai, exactement. Ouais. Donc après, je pense aussi qu'il faut remettre en situation le fait que on est dans un pays occidental, en France, où effectivement déjà la place de la femme. C'est pas le sujet de l'épisode, mais il a été, on a des droits qui ont été très durs à acquérir et qui sont pas encore tous acquis, et une égalité qui n'est pas encore là. Donc, il y a aussi toutes ces choses-là qui font que l'histoire finalement de notre pays et de nos droits en tant qu'humains a aussi été compliquée à avoir, et c'est, je pense, une grosse incidence sur toutes ces choses-là. C'est comme le fait que il faut travailler dans la vie. Oui, si tu travailles pas, t'es un déchet de la société. Ah oui, et ça c'est compliqué. C'est encore essayer de faire rentrer à une masse de gens dans un même moule. Exactement. Et de pas du tout chercher à comprendre d'autres modes de fonctionnement. Scolairement aussi, c'est compliqué. Quand il y a des gens qui sortent du schéma classique scolaire, c'est compliqué de leur trouver une place, alors que c'est des gens qui auraient une place, à apporter, des choses à apporter à la société de manière... Pas dire que c'est des gens nuls, c'est qu'ils ont une intelligence peut-être haute, ou... des personnes peut-être très artistiques, très sportives. Il y a plein de choses, mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, on est vachement mis dans des cases, et que imposer une normalité. Quand tu parles de déconstruire ça, c'est aussi ça. Et je pense que d'en parler et de dire que ça existe et que c'est possible, c'est important, parce que parfois, en fait, juste on est tellement dans ce moule qu'on se rend pas compte qu'à côté, il y a un moule qui est peut-être carré alors qu'on est rond. Exactement. Mais c'est parce que déconstruire, ça nous embête de devoir se remettre en question. Généralement, on a tous un ego plus ou moins, et on est convaincu de certaines choses, et ça demande quand même beaucoup de volonté de compréhension, de se remettre en question et de dire je vais arrêter de penser qu'avec mon prisme et celui qu'on m'a appris, et je vais peut-être juste regarder ailleurs et me fier à... Parce qu'on est tellement... on nous abreuve tellement de critères sociétaux qu'il faut remplir, que en sortir, c'est vraiment très, très, très difficile, parce qu'il y a le jugement des gens. Moi, je suis toujours choquée, tu sais, parfois, on parle quand même beaucoup de nouveaux genres de relations. Et entre autres, sur les réseaux sociaux, ça m'arrive, tu sais, ils font des petites vidéos au combini brut, ou je sais pas, des choses comme ça,
de couples ou de relations différentes, des troubles, des choses. Et on voit que les gens sont heureux de leur mode de fonctionnement. Et si tu regardes les commentaires, c'est horrible. Et je me demande dans la vie, où est-ce que tu en arrives pour être tellement en colère contre des inconnus que tu vas le dire dans un commentaire public? Et ça, à chaque fois, ça me fait de la peine. Je me dis, mais pourquoi les gens, on en est là, tu sais, d'aller faire ça, quoi. C'est de la méchanceté, oui, c'est manque d'empathie. Et puis, je pense que c'est aussi... c'est comme le racisme, c'est avoir peur de ce qu'on ne se connaît pas. Ouais, exactement, c'est sûr. C'est mais c'est pas normal, moi, je connais pas ça. C'est sûr. Et on l'a jamais fait, donc c'est pas bien, c'est pas normal, et c'est hyper difficile, je trouve, carrément. Mais c'est aussi courageux de le montrer, de le dire et de le crier, parce que, enfin, il y en a aussi marre, entre guillemets, que tout ça soit un sujet, comme le fait d'être gay, comme le fait d'être bi, comme, enfin, à quel moment c'est un sujet? À quel moment c'est, et surtout, à part, je peux comprendre qu'on ne comprenne pas, mais je comprends pas qu'on aille embêter les gens sur ça. J'ai l'impression que si moi je comprenais pas quelque chose du tout, mais que ça me faisait de mal à personne et que je vois les gens heureux, je fais bon bah je vais râler dans mon coin, quoi, mais je vais pas aller le dire à tout le monde. Ouais, c'est ça. Si au pire vraiment c'est un problème pour toi, tu vas avoir ton petit rat intérieur qui va grignoter en disant je suis pas d'accord. Mais ou alors tu peux aussi avoir la curiosité et bon, c'est pas toujours simple de le faire, on est bien d'accord, mais voilà, d'aller poser des questions en toute gentillesse et ça peut être très maladroit parce que bah forcément quand on connaît pas on peut être maladroit. Exactement. Mais au moins on sait ce qu'il en est et on se fait pas non plus des films et on va se monter la tête en se disant bah oui mais tu te rends compte et puis je suis sûre ils font comme ça et puis ça c'est des gens de toute façon ils sont complètement tarés dans leur tête. Ils doivent faire des sacrifices de chat. Exactement. C'est sûr, tous les jours ils font des sacrifices de chat. Mais oui non c'est clair. Là j'ai du coup recherché un peu pour le podcast et je me disais à quel point le couple traditionnel va bien en France ou pas. Et du coup, le taux de divorce en France, il est passé de 130 000 à 62 300, mais parce que on a dû faire entrer en vigueur ce qu'on appelle le divorce par consentement mutuel sans juge. Donc ça veut dire que c'est les époux qui sont OK pour se séparer à l'amiable, juste avec un notaire, et voilà, sans qu'il y ait de jugement, de procès, tout ça. Donc, mais par contre, on a atteint des taux de plus élevés de séparation de couples mariés. Et du coup, il y a 45% des mariages qui se terminent par un divorce. C'est énorme, c'est presque un mariage sur deux. Presque, ouais. Et c'est presque 1 sur 2. Et je me dis qu'en plus, il doit y avoir des mariages qui vont pas bien, mais qui ne divorcent pas et qui... Pour X ou Y raison. Pour X ou Y raison, voilà. Et du coup, la première cause du divorce, c'est l'infidélité. C'est 1/3. Alors juste, ça m'a fait très rire parce que le deuxième, c'est l'égoïsme du partenaire. Il y a mauvais caractère, comportement abusif, désaccord sur l'avenir et beaux-parents. Ça m'a fait rire que dans les premières raisons, il y a quand même beaux-parents. Donc, les belles-mères, calmez-vous. Voilà, ça m'a fait rire de voir ça. Mais quand même, le premier, c'est l'infidélité. Ça m'étonne pas. Mais c'est fou, du coup, à quel point ça montre qu'il y a... Alors, je me permettrai pas de dire qu'il y a un problème, mais en tout cas, il y a quelque chose à réfléchir, de se dire qu'on se marie par amour, et du coup, il y a une infidélité, et c'est la fin de l'amour. Ça résume un peu l'amour à... Donc, voilà, il y a une infidélité, c'est la fin de l'amour, il n'y a plus d'amour. C'est étrange de se dire ça. Ça veut dire aussi que c'est... Surtout qu'on parle d'infidélité sexuelle. C'est pas... Oui, c'est pas émotionnel. Enfin, si, ça peut l'être aussi. Ça peut être émotionnel, mais... quelqu'un, un mari ou une femme qui va beaucoup délaisser son mari ou sa femme pour le travail, par exemple, qui ne répond pas, parce que j'en ai fait des mariages vu que je suis photographe, je le connais par cœur, le truc civil à la mairie, là, de tout ce à quoi les époux s'engagent. Franchement, ils s'engagent à une qualité de vie. C'est le premier truc, les époux s'engagent à une qualité de vie. Je pense que c'est un contrat qui n'est pas respecté si ton partenaire ou ta partenaire n'a pas la qualité de vie pour laquelle tu t'es engagé. Mais ça, c'est OK. On va pas dire « Oh, il n'a pas respecté le contrat, donc on arrête le mariage ». C'est vraiment l'infidélité. C'est le gros mot. Être cocu, tout de suite, ça remet... En plus, ça renvoie à... Enfin, genre, si ton quelqu'un est cocu, c'est que, je sais pas, il a pas assez comblé sa femme sexuellement. On remet tout de suite, si c'est un homme en exemple ou une femme, mais ça remet tout de suite la personne... cocufié en question. Plutôt que celui qui a fait cocu. Plutôt que celui qui a fait cocu, ou plutôt que de se dire que peut-être ça n'a rien à voir avec ni l'un ni l'autre, mais ça a à voir avec la manière dont le couple est restreint en France et par le mariage, tu vois. Bah, c'est sûr. Après, du coup, pour moi qui suis en couple, on va dire traditionnel, bah, c'est sûr que la fidélité... Enfin, effectivement, moi je me dis que si demain j'apprends que mon mec est allé coucher avec une autre nana, oui, je vais me remettre en question en me disant pourquoi ?
pourquoi il m'a fait ça. Ouais, tu vois, c'est pas pourquoi il a fait ça, c'est pourquoi il m'a fait ça. Exactement. Alors que ça se trouve, ça n'a rien à voir avec toi. Il y a plein de gens sur Terre, ça peut être, il a juste vibré pour quelqu'un d'autre un moment, et il a fait ça, et j'ai du mal à me dire que c'est mal, parce que à échelle de vie, la vie, elle est tellement absurde. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à trouver un sens à la vie. Je me dis, on fait des trucs et on meurt. Enfin, pourquoi Pourquoi la vie? Et du coup, je me dis qu'il faut que ce soit agréable et beau, et qu'on est un peu là pour aimer, donner un maximum d'amour aux gens et en recevoir, et s'épanouir comme ça. Et du coup, j'ai du mal à me dire que c'est mal qu'une personne se fasse du bien avec quelqu'un d'autre. Tu sais, d'une manière où juste observe les choses sans te dire qu'il y a le contrat, qu'il y a de l'appartenance, qu'il y a tout ça. En soi, on parle d'un joli acte. Tu vois, si tu vas faire l'amour avec quelqu'un d'autre parce que t'en as envie et que cette personne résonne, c'est beau. Tu vois, c'est assez joli. C'est beau, mais tu vois, tu parlais de contrat de mariage, mais il y a aussi un contrat invisible qui se met quand t'es en couple traditionnel. Et effectivement, la fidélité, quand on se le dit, on se dit on est exclusif, ça veut dire tu ne vas pas voir ailleurs. Et à la différence de couple libre ou en polyamour, on fera la définition tout à l'heure de la différence des deux, mais à la différence de ce type de couple-là, dans un couple tradit, quand tu vas voir ailleurs, tu mets une encoche dans le contrat, tu vois. Mais ça, je suis d'accord. Et ça remet en question la chose. Complètement. Mais c'est ça, je trouve qu'un couple, genre, je suis, pas outrée, mais je n'approuve pas du tout la tromperie. Je trouve que c'est justement un manque de respect, parce que tu as signé un contrat en disant « je ne le ferai pas », et tu le fais. Et pour moi, ça, c'est pas OK. Ça, c'est pas dramatique dans le sens où ça peut l'être pour certains ou certaines, mais c'est pas OK. C'est de la trahison, c'est un manque de respect. Tu t'es engagé à pas faire quelque chose et tu le fais. Pour moi, c'est non. Et du coup, le problème de base, ce serait que le contrat, il puisse être plus chill sur certains trucs, en fait. Ouvrir certaines portes. Ouvrir certaines portes, et que ce soit pas la fin d'un amour fort parce qu'il y a eu tromperie, infidélité, quelque chose comme ça, tu vois. Parce que je pense que dans beaucoup de cas de tromperie, en tout cas, je pense qu'il y a plusieurs cas. Alors, il y a forcément des cas de tromperie où c'est le marqueur de la fin d'un couple parce que ça n'allait plus. Mais je pense qu'il y a des cas de tromperie, du coup, où la personne qui a trompé ne manque pas d'amour pour son ou sa partenaire. Et que y a plein de gens intéressants sur Terre, et que c'est OK de ne pas voir que par le prisme de ta relation principale. Et je me demande si ça pourrait pas être mieux dans la société, de mieux accepter, tu sais, et pas de faire « Oh mon Dieu !» il y a quand même des féminicides et des suicides et des choses très graves qui se passent parce qu'il y a eu tromperie. Et on parle encore une fois d'un acte logiquement beau et consentant, et un acte d'amour presque, tu vois, d'échange, de partage. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est que quand c'est dans une relation où ce n'est pas accepté, c'est très dur. Et effectivement, tu le disais aussi très bien, c'est que ça touche ton ego, ça touche ta fierté, ça broie la confiance que tu avais en l'autre et en la relation. Oui, c'est donc super dur. C'est très compliqué, mais effectivement aussi, ce qui est dans la désillusion de quand ça peut arriver, c'est que t'expliquais tout à l'heure que c'est compliqué de se dire il faut que je trouve la personne parfaite. Vous voyez pas, mais je mets des guillemets sur mon mot parfaite. Il faut trouver cette personne parfaite alors que elle n'existe pas. C'est impossible. Donc effectivement, c'est encore plus compliqué parce que tu te dis t'es pas parfait, mais allez, je m'engage avec toi. Je mets quand même mes billes sur toi. Donc en fait, je veux que tu restes à moi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi vachement ce truc de possessivité. Alors moi, j'ai pas de mal entre guillemets à en parler. Je me considère pas possessive avec mon mec. Il fait ce qu'il veut de sa vie, mais pas avec quelqu'un d'autre. Mais je comprends très bien. Tu vois? Et ça revient au respect de tu as mis des codes et t'as signé un contrat. Pour moi, tu respectes le contrat à fond. Tu disais qu'il y avait du coup qu'on cherchait un peu la bonne personne et qu'il n'y en avait pas. Je pense que pour certaines personnes, il y en a. Dans le sens où des hommes ou des femmes qui vont être très très épanouis et profondément heureux en dédiant leur amour à une seule personne toute leur vie. Et que c'est la personne parfaite pour elle et pour eux. Et qu'il y a un investissement à vie, alors qu'ils demandent, c'est pas facile, c'est pas... le couple, quoi. Mais je pense qu'il y a des gens à qui ce schéma va très bien fonctionner. D'avoir un grand amour
et de le chérir et de traverser toutes les épreuves ensemble. C'est juste que ça ne convient pas à tout le monde et que dire que c'est ça qu'il faut faire, c'est extrêmement difficile et réducteur, un peu même pour des gens qui ne seraient pas épanouis dans ce schéma-là parce que ils fonctionnent juste pas comme ça, quoi. C'est juste pas leur manière de fonctionner parce qu'on a tous vécu des histoires, des traumas, des choses difficiles qui font qu'on n'en est pas forcément à ce point-là de notre vie et qu'on n'y sera peut-être jamais et que ça veut pas dire que c'est mal. Enfin, c'est pas un point à atteindre en soi. Mais je pense qu'il y a des gens vraiment qui sont épanouis comme ça et c'est très cool. Et je trouve ça très beau. Et j'adore quand je fais des mariages et que je vois des couples qui s'aiment d'un amour. J'ai l'impression que c'est incroyable et pur. Je suis très, très émue. Très, très émue et pleine d'empathie et pleine de... Enfin, je ressens plein de choses en mariage, vraiment. Donc je pense qu'il y a des gens, ouais, ça leur convient et c'est cool, mais c'est juste chouette de se dire, c'est pas parce que ça en convient à 5 personnes que ça va aller aussi pour les 15 autres, quoi. Exactement. Donc c'est cool, effectivement, de déconstruire... certains aspects du couple tradit, quoi. Je pense. Je comprends, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et pour rebondir là-dessus, du coup, toi, aujourd'hui, c'est quoi ton type, entre guillemets, de relation amoureuse ? Alors, encore une fois, je parle au point où j'en suis aujourd'hui. Ça va peut-être évoluer, enfin, ça va probablement évoluer de toute façon. Ça évolue avec l'âge, avec les rencontres, avec plein de choses. Mais moi, aujourd'hui, j'ai vécu, du coup, des relations exclusives où j'ai eu une relation sérieuse exclusive qui m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses, mais où je sentais que c'était pas 100% moi. Et j'ai eu des relations, du coup, ouvertes ensuite, où ça allait beaucoup mieux. Enfin, j'ai eu une relation ouverte où ça allait beaucoup mieux. J'étais pas du tout avec la bonne personne, donc ça a pas du tout duré, mais c'est pas du tout par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je me sens très épanouie dans le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels, parce que je me connais pas assez en termes de sexualité, j'ai l'impression. Donc pareil, parce que en fait, j'ai réalisé assez tard que je savais absolument pas comment bien faire l'amour, parce que je faisais comme j'avais vu à la télé, parce que je faisais comme j'avais vu dans les séries, et que du coup, je me disais, mais ok, c'est ça qu'il faut faire, c'est cool. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, en fait, je crois que c'est pas du tout ça que je... Enfin, c'est pas du tout ça, hein, mais... c'est pas comme ça que j'aime faire. C'est pas exactement comme ça, et en tout cas, je me cantonne pas à ça tout le temps, et une seule personne ne peut pas m'apporter toute ma quête sexuelle Enfin, c'est pas possible, j'ai pas envie déjà, j'ai envie de connaître plusieurs personnes. Je suis bisexuelle, donc j'ai besoin de connaître des femmes et de connaître des hommes. Et j'ai vraiment un besoin de réappropriation du corps et de la féminité, enfin de ma féminité et de ma vie sexuelle, en tout cas en tant que femme. Et ça passe par plein d'expériences que je peux pas du tout imposer à quelqu'un qui ne serait pas d'accord pour ça. Donc pour moi, le couple est totalement exclu aujourd'hui. Le couple exclusif. Le couple exclu. Même le couple... je pense qu'aujourd'hui, en tout cas maintenant, j'ai pas d'énergie à mettre dans une relation qui me demande du temps quotidien. D'accord. Tu vois, qui me demanderait de l'investissement quotidien. D'accord. J'ai vraiment besoin d'être seule parce que je suis très heureuse toute seule et ça me fait un bien fou. Et ce qui m'a pesé dans le couple, c'est très égoïste, mais c'est vraiment de devoir tous les jours m'impliquer dans une relation. J'arrive pas à bien le faire. En tout cas, pas avec les personnes avec qui j'étais. C'était pas assez bien. Et les personnes, la personne en l'occurrence, méritait. On fonctionnait pas de la même manière, vraiment pas de la même manière. Du coup, aujourd'hui, en vrai, je suis plutôt très bien parce que du coup, j'ai une relation non définie avec une femme, du coup, qui est mon grand amour depuis 20 ans et avec qui il y a toujours eu un petit truc, mais on s'aime d'un amour inconditionnel et on est très, très, très libre. On n'est pas engagés l'une envers l'autre, il n'y a pas d'engagement, mais... il y a un tel amour, on a passé tellement d'épreuves ensemble, on se connaît depuis du coup nos 11 ans, et on a passé toute épreuve de vie ensemble, vraiment. Puis on a vraiment une relation d'amour, et c'est pour ça quand certaines peuvent me dire qu'ils regrettent un peu que je connaisse pas l'amour ultime, je me dis mais en fait je le connais, de fou je le connais cet amour ultime, parce que aller faire un amour encore plus inconditionnel que ça, je pense que c'est un amour presque que tu peux avoir, alors j'ai pas d'enfant, mais j'ai l'impression que c'est un amour... où t'es tellement heureux que tes proches s'épanouissent, que cette personne s'épanouisse, que tu en tires du bonheur, peu importe ce qui se passe. Et que t'as une telle confiance en la personne et au fait qu'elle sera là, que je me réjouis vraiment de toutes ces histoires sexuelles. Je m'en réjouis, mais profondément. Ça vient pas du tout m'impacter moi en tant que personne.
J'ai pas du tout de sentiment d'abandon, j'ai pas de remise en question. Et t'as jamais eu de sentiment de jalousie? Pas du tout. Alors, on en a eu quand on était adolescente, mais d'amitié, plus de jalousie, mais un peu comme t'as dans toute relation adolescente où tu commences à douter de toi et à douter de plein de choses, de la société, du monde, de la planète. Donc, on en a eu, et peut-être que le fait qu'on traverse ça ensemble aussi fait que maintenant, on sait que c'est OK, qu'on est très honnête l'une envers l'autre, et que, non, et elle non plus, on n'a aucun... Enfin, moi, j'ai jamais ressenti de jalousie par rapport à son épanouissement sexuelle, sa vie amoureuse même, enfin jamais. J'ai toujours été heureuse pour elle. Mais c'est aussi une forme de communication parce qu'elle m'a toujours bien fait comprendre que j'avais ma place. Et elle m'a jamais laissée pour une relation. Et en même temps, je pense que toutes les deux, quand on a eu des relations, on a tout à fait accepté de se mettre en retrait un petit peu dans... Oui, laisser de la place à aussi quelqu'un d'autre, complètement. Une autre aventure, etc. Ouais, et à rencontrer les personnes. Enfin, elles s'entendaient extrêmement bien avec... l'homme avec qui je suis restée 4 ans. Ils s'entendaient super bien et voilà, il y avait pas de... Elle s'est pas du tout sentie, je pense, mise de côté. Elle était en couple aussi à ce moment-là. Mais du coup, non, moi, j'ai pas du tout de sentiment de jalousie. Et de manière générale, je ressens très peu la jalousie. Oui, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que aussi, de manière générale, t'es une personne qui peut avoir de la jalousie Très, très peu. Et j'arrive très facilement à la décortiquer parce que je trouve que c'est une émotion qui est vraiment pas agréable à ressentir. C'est une des pires. Autant je vois du positif dans le fait d'être triste, d'être en colère. Enfin, il y a du positif dans plein d'émotions, entre guillemets, négatives. La jalousie, j'ai beau y réfléchir, à part rendre fou... Ça fait rien d'autre. Ça fait rien d'autre. À part créer des problèmes, des insécurités, des engueulades qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et du coup, à partir du moment où je me dis ça, quand j'en ressens, j'arrive à tout de suite me détacher, à observer un peu d'où ça vient et de me dire, OK, qu'est-ce que ça vient taper comme insécurité chez toi ? Et comment je peux les résoudre. Mais tu viens rationaliser ce sentiment, quoi. Ouais, parce que je l'ai plus au travail que dans les relations. Au travail, en tant que photographe indépendante, je peux vraiment ressentir de la vraie jalousie de collègues qui font des choses mieux, que je trouve mieux, que tout ça. Mais pareil, j'arrive à vraiment m'observer, à faire... Alors que la meuf fait des super photos. Non, mais tu vois, c'est... Bah oui, mais chacun voit midi à sa porte. Hein. Exactement. Mais par contre, relationnel, en termes de relations, je pense que je suis tellement heureuse toute seule que si quelqu'un va voir quelqu'un d'autre et que c'est... Alors, il faut en parler, c'est pas acquis, c'est pas non plus facile parce que je l'ai, la peur de l'abandon, j'ai la comparaison, je vais me dire, mince, est-ce que la personne est mieux que moi ? Est-ce que la personne est plus jolie ? Qu'est-ce qu'elle a mieux que moi ? Qu'est-ce qu'elle a mieux de moi ? Et ça va être dans des comparaisons hyper profondes. Hein. Je vais même me demander, est-ce que la personne fait mieux l'amour que moi ? Est-ce que... Et vraiment, je sens que je pourrais me torturer par rapport à ça. Mais maintenant, j'arrive vraiment à me dire, non, franchement, non. Et il faut pas hésiter à demander à la personne de te rassurer. Parce que c'est aussi ça, d'être en relation où tu vois plusieurs personnes. C'est que quand même, c'est pas facile. Il faut que tes partenaires te rassurent et te chérissent un peu. Ouais, mais tu sens bien. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, mais je trouve ça aussi courageux de dire « Là, j'ai peur, rassure-moi, s'il te plaît. » C'est dur de... du coup, tu mets sur table que là, je suis une petite fille qui a peur. Ouais, donc complètement. Viens me mettre un plaid et un câlin, s'il te plaît, parce que ça va pas. Ouais, complètement. Et je trouve que c'est pas toujours facile aussi de dire... Enfin, moi, je sais qu'un des sentiments que j'ai le plus de mal à gérer, ça va être ma colère. Et je peux éprouver de la colère parce que j'ai été déçue, par exemple. Ouais. Mais tu vois, au lieu de dire, là, je suis déçue, rassure-moi, etc., je vais être en colère. Ouais, mais parce que je trouve que c'est hyper dur pour moi de dire, là, en fait, ça va pas, donc s'il te plaît, prends-moi la main, tu vois. Mais c'est trop cool de te connaître comme ça et de te dire, c'est la colère. J'arrive pas à le changer. Ouais, mais ça, après, faut pas aider à se faire aider par des psys, des professionnels. Mais c'est déjà trop bien de te dire, la colère, c'est pas mon émotion, c'est la manifestation de mon émotion. Exactement. Tu vois, la colère, c'est rarement une émotion... ça peut, mais généralement, c'est que ça cache un truc... complet. Et généralement, qui vient taper dans l'ego, en général. T'es rarement déçu à 100% de quelqu'un, ça vient généralement taper dans un truc que tu renvoies. C'est quelque chose où tu te dis, En général, pas tout le temps, mais ça
Ça peut, en tout tout cas. à fait. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant que tu en parles. Donc ça, donc avec cette personne, c'est une relation entre guillemets non définie du coup, parce que Ouais. vous êtes autant amis que amantes. Ouais, tout. Il n'y a pas de, il y a pas de contrat. Non. Il n'y a pas d'engagement. Il y a un Non. engagement émotionnel quand même, parce que Oui. vous vous aimez. Ouais, oui, oui. Et c'est pas qu'un amour fraternel ou amical, Non, etc. bien sûr. C'est même au-delà de ça, de ce que je comprends. Ouais. Et de ce que je sais aussi, on va Oui. pas se le mentir. Du coup, donc, t'as déjà été en couple libre? Ouais, j'ai été en couple libre, du coup, avec le partenaire avec qui je suis restée 4 ans en tout. On a fait 3 ans d'exclusivité. D'accord. Et 1 an où on a ouvert le couple à ma demande parce que je souffrais trop et que très honnêtement, je sentais que le contrat, que j'allais le tromper et que j'avais pu respecter le contrat. Et ça, c'était pas OK. Et est-ce que tu peux du coup donner la définition de qu'est-ce que c'est un couple libre? Un couple libre, du coup, c'est... donc il y a vraiment le couple et le fait d'être 2 personnes, d'être amoureuses et engagées ensemble, mais que c'est OK. Alors il y a plein de variantes en couple libre, il y a plein de niveaux différents, mais qu'en tout cas, c'est... Justement, l'infidélité, le fait de voir quelqu'un d'autre, de fréquenter quelqu'un d'autre, ça va pas signer la fin du couple. Au contraire, ça veut pas dire que c'est la fin de l'amour. Et c'est permis. Il y a différents types. Il y a des couples qui ne veulent pas savoir ce que fait son ou sa partenaire, mais qui sont d'accord. Tant que ça ne revient pas dans le couple et que ça n'impacte pas le couple, ils sont OK pour... t'es en soirée sans ta partenaire, tu rencontres quelqu'un qui te fait un peu vibrer, t'as envie de lui rouler une pelle, tu le fais et c'est pas grave. C'est toi, ton histoire, ton corps, ton envie de faire quelque chose avec cette personne-là et ça remet pas du tout en question ton amour pour la personne avec qui t'es. Et moi, je suis sûre que je fonctionne comme ça. C'est pas parce que je vais rouler des pelles à quelqu'un que la personne dont je suis amoureuse, je remets aucunement en question mes sentiments pour cette personne-là. C'est genre deux rails différents dans ma tête. Tout à fait. C'est comme des relations amicales, ou comme j'imagine l'amour que t'as pour des enfants. T'as plusieurs enfants, tu les aimes tous et c'est comme ça. Les relations amicales, tu t'investis différemment. Moi, ma relation, mon prisme amoureux, il n'y a pas un trait, quoi. Il y a plein de lignes parallèles. Il y a des gens qui peuvent venir, qui peuvent sortir de là. C'est assez mouvant, selon les rencontres, selon mon état. Il y a des moments où je ne suis pas du tout investie émotionnellement et j'ai envie de voir personne. Et il y a des moments où je me sens très ouverte et j'ai l'impression que j'ai des tonnes d'amour à donner, à recevoir. Et ça peut aller à plein de gens. Vraiment, sans qu'il y ait de comparaison entre les gens. C'est des personnes différentes. Je les aime différemment et elles m'aiment différemment. Elles m'apportent des choses différentes, je leur apporte des choses différentes. Et c'est OK, quoi. Et chaque personne est au courant, bien évidemment. C'est dans le consentement mutuel. Donc, je le précise, parce que... Oui, ça, c'est très important, ouais. C'est hyper important que chaque personne soit au courant et OK avec ce principe-là. Et que toi aussi, t'es OK que eux fassent pareil de leur côté. Exactement. Parce que le contrat, c'est ça. Après, le contrat, c'est ça. Si pour eux, c'est OK que ça soit que toi qui ailles voir ailleurs, etc., c'est... Oui. D'accord, mais encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup de communication et beaucoup de... Pas de langue de bois, on se dit les choses et en toute gentillesse, bienveillance et respect mutuel. Quoi. Exactement. Et du coup, est-ce que tu as déjà dit, entre guillemets, non à une relation avec une personne parce que cette personne te disait non, je veux pas, je veux que tu sois que avec moi? Mon avant-dernier partenaire, du coup, on s'est séparés pour ça. D'accord. Après, du coup, 4 ans de relation et 1 an de couple ouvert où il en souffrait parce que c'était pas... Ouais, ça lui convenait pas. Et alors, il y a eu d'autres choses dans la séparation, mais c'était quand même le truc principal. Et on le savait en se mettant ensemble, on en a parlé le premier jour de notre vision du couple. Moi, à ce moment-là, je voyais plusieurs personnes. J'étais amoureuse de personnes, mais je voyais plusieurs personnes qui savaient et qui voyaient elles-mêmes plusieurs personnes. Et j'ai rencontré, du coup, cet homme-là. On est tombés vraiment très amoureux. Du coup, l'exclusivité m'a très bien convenu au début. Mais je savais que ça allait être un sujet. Et on en parlait régulièrement. Il est extrêmement intelligent et sensible à ça. Donc, il m'a jamais jugée, il m'a jamais fait me sentir mal. On a toujours des discussions très éclairées et très ouvertes sur ça et beaucoup dans la communication. Il a accepté d'essayer d'ouvrir le couple et ça lui convient pas et on fonctionne pas pareil. Donc, Et vous viviez ensemble? Alors, on vivait ensemble à moitié du temps à peu près. D'accord. Parce que lui, du coup, vit à Paris et moi, vu que je suis souvent sur les routes pour les mariages, je vivais chez lui à moitié du temps à peu près. Et ça se passait très bien dans la relation. Vraiment, c'était une super histoire. Mais on savait que on savait que moi, je peux pas me contenter d'un seul partenaire sexuel, par exemple, parce que je me connais pas assez, parce que dans un couple, la libido, ça va, ça vient, et que moi, ce qui me plaît aussi, c'est de découvrir des gens, de découvrir des corps, de découvrir des manières de faire l'amour, et que je suis hyper curieuse de ça, et que j'ai un besoin de réappropriation du corps aussi. J'ai vécu pas mal de violences sexuelles
dont un viol, et que j'ai eu l'impression longtemps que mon corps, il m'appartenait pas à 100%, et que là, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de me connaître, quoi. Ah ouais, de me réapproprier ça, et de me dire, c'est à moi, je le connais, et je le possède vraiment, et je peux en faire plein de choses belles. Et donc jamais j'aurais pu... aucune personne sur cette terre n'aurait pu m'apporter tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour me sentir bien. De vivre plusieurs expériences, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient sexuelles. Je sens que je suis dans une jachère, là. Il se passe plein de trucs. J'ai besoin de faire plein de trucs pour me connaître. Je fais ma culture, là, pour voir un peu ce que j'aime, ce qui me plaît, ce qui me définit. Ça évolue, en plus. Et je trouve aussi qu'un avantage du couple ouvert, c'est que en couple exclusif traditionnel, tu mets quand même beaucoup sur la personne. Beaucoup d'attentes émotionnelles, beaucoup d'attentes sexuelles. Et on peut pas être tout le temps aligné. Surtout, quoi. Enfin, moi, ça m'arrive de pas avoir envie de faire l'amour pendant 6 mois. Ça fait partie de la communication aussi. Ouais. Du coup, pour être en couple exclusif, oui, je confirme que c'est pas toujours simple. Ouais. Et c'est pas toujours simple aussi pour l'autre, de dire, moi, j'attends. Ouais, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait, là ? C'est pas toujours facile, effectivement. Ouais. Et puis... de toute façon, un couple exclusif, on sait tous, entre guillemets, ce que c'est. Hein. Oui. C'est, comme on le disait dans l'épisode avec Carlos, c'est aussi des compromis, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de patience aussi avec l'autre. Donc, effectivement, c'est pas toujours facile. Ouais. Mais voilà, moi, c'est vrai que je le vois aussi comme une sécurité, tu vois. Donc, je me dis, oui, je mets effectivement beaucoup d'attentes émotionnelles dessus parce que c'est ton référent. C'est ma référence. C'est ton référent. Sachant que, je le fais beaucoup moins maintenant parce que j'ai appris aussi à compter que sur moi. Ouais. C'est quand même un pilier dans ma vie, mais c'est un pilier dans ma vie, je vais pas dire au même titre parce que ça serait pas vrai, mais mes amis sont vraiment pas loin derrière. Exactement. Exactement. Et moi, en tout cas, je sais que sexuellement, ça me soulage de savoir que ma partenaire, dans un couple ouvert, un couple libre, peut... que c'est pas moi qui dois remplir toutes les fonctions sexuelles, combler la personne sexuellement, et qu'il ou elle peut aller voir ailleurs, et que ça ne remet pas, moi, ma personne en question. Évidemment, encore une fois, il faut en parler, mais rien de pire que de se sentir obligé de faire l'amour parce que ta partenaire a envie et que toi, t'as pas envie. Il faut en parler de ça. Il faut arrêter. Hein. C'est vrai, oui. Et ça ne veut pas dire que t'aimes plus la personne, donc t'es plus amoureuse. Ça peut vouloir dire plein de choses. C'est le corps, en fait, parfois, on n'a pas envie. Et la vie, tu sais, ça va pas au taf, ça va pas... T'es fatiguée, t'as des problèmes personnels, t'as des problèmes physiques, t'as pas envie. T'as pas envie. Et c'est pas grave. Et ça doit pas être la fin du couple, tu vois, parce que dire que la sexualité, c'est le ciment du couple, c'est horrible. C'est archi réducteur pour une relation amoureuse, quoi, de dire ça. Et ouais, moi, à titre personnel, ça me soulage de me dire que, franchement, j'ai pas envie de ken pendant 3 mois. On fait Il ou elle va trouver ce qu'il veut, il va pas être frustré, se remettre en question, se dire « Oh mon Dieu, elle me désire plus, c'est de ma faute. Oh mon Dieu, je fais pas ça. » Ça me soulage énormément de me dire « Bah là, je peux voir, moi, mes soucis, régler mes soucis perso, attendre que ma libido revienne naturellement, tranquillement. Et en même temps, ma partenaire fait sa vie toujours dans les règles du contrat, par contre. Bien sûr. Donc, de lieu, de sécurité, de protection, Voilà, ça, c'est un truc aussi important, c'est de bien être carré sur les règles de transmission. Et puis du coup, chaque couple libre a ses propres règles. Complètement. Ça peut être, je veux pas que tu amènes une personne ici. Exactement. Je veux pas que tu... je dis des bêtises, mais je veux pas que tu couches avec le sexe opposé ou avec mes amis proches. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Chaque couple peut avoir ses propres règles. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu as déjà été en polyamour ? J'ai jamais été en polyamour vraiment affirmé parce que j'ai jamais eu l'occasion, mais je pense que c'est le schéma qui va le plus être OK pour moi. Après, dans le polyamour, il y a vraiment le fait d'être amoureux de plusieurs personnes. Ouais, ça va être la différence, du coup, pour la définition de polyamour, c'est d'être en relation amoureuse avec plusieurs personnes. Ouais. Et du coup, là, on oublie le fait d'être en couple libre. Là, il y a vraiment un contrat émotionnel avec chacun. Exactement. Okay. Et alors, il y a plusieurs termes à connaître. Je sais plus comment ça s'appelle, il faudrait que je regarde. Les partenaires de tes partenaires ont un nom, parce que du coup, ça forme... J'ai déjà entendu, oui. C'est pas... mais en fait, quand j'ai un couple d'amis qui sont en polyamour depuis plusieurs années maintenant, qui sont pacsés, qui vivent ensemble, et qui, eux, se disent tout. Et c'est vraiment très, très impressionnant comme fonctionnement, parce qu'ils ressentent vraiment... Ils se disent tout,
Et donc, ils sont quand même le ciment de l'autre, mais ils fréquentent plusieurs autres personnes plusieurs fois par semaine. Ils se disent vraiment tout. Et ils sont conscients des mécanismes d'une relation. Par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, ils appellent ça, enfin, les couples polyamoureux appellent ça la New Relationship Energy, la NRE. Et du coup, ils sont conscients que pendant un moment, quand leur partenaire va rencontrer quelqu'un d'autre, ils vont être un peu obsédés par cette personne-là. Sur cette nouvelle personne. Voilà. Et du coup, ce qui est important, eux, en tout cas, ils communiquent beaucoup dessus. Ils accompagnent la personne dans la NRE, même en mode « c'est trop cool, je suis trop content pour toi ». Ça crée une complicité, une solidité encore plus forte. Alors, c'est vraiment pas facile à voir, de se réjouir que quelqu'un d'autre rende heureux ou heureuse ton ou ta partenaire. Mais je pense que c'est quelque chose... Enfin, je sais que c'est possible vu que je le vois et vu que je le ressens un petit peu, du coup, déjà avec Roxane. Du coup, de me réjouir, mais profondément, mais sincèrement, des gens qui la rendent heureuse émotionnellement et sexuellement parlant. Et je trouve ça vraiment trop génial d'atteindre un état comme ça où tu te réjouis du bonheur à ce point-là des gens que t'aimes. Moi, je t'avoue que je trouve ça incroyable aussi, et en même temps, ça me paraît mais à des années-lumière. Ouais, c'est dur après. Je trouve ça beau et hyper dur en même temps parce que, je sais pas, moi, ça me dépasse. Je suis complètement OK avec ça et avec les personnes qui le vivent et le pratiquent, etc. Et voilà, enfin, moi, je pars du principe dans la vie que tant que tu m'embêtes pas et que ça ne m'embête pas, je m'en fous. Quoi, tu vois, tu fais ce que tu veux. Exactement. Mais effectivement, c'est quelque chose qui me dépasse. Encore, tu vois, le couple libre, j'arrive plus à le matérialiser et à comprendre, entre guillemets, même si je le pratique pas. Mais alors, le polyamour, je trouve ça incroyable. Et t'as jamais été amoureuse de plusieurs personnes en même temps? Bah si. Mais j'étais pas en couple avec, quoi. Ouais, mais du coup, tu vois, déjà, on a... Mais c'est frustrant. C'est frustrant. On a la capacité d'être amoureux ou amoureuse de plusieurs personnes. Et je trouve ça dingue quand même de se dire... je peux être amoureuse, mais en plus de manière différente. T'aimes pas les personnes de la même manière. Et pareil, on nous a un peu dit, être amoureux, c'est cocher ces cases-là. Cette case-là, cette case-là, cette case-là. Ah, si t'en décoches une, t'es plus trop amoureux. Alors en fait, t'es pas amoureux, là. Exactement. C'est archi faux. Et je trouve que c'est important de se réapproprier la notion d'amour amoureux, que ça appartient à chacun et à chaque relation. Et on les construit différemment selon les gens. Carrément. Et moi, j'ai déjà été amoureuse de 3 personnes en même temps. Et c'était génial. Alors, pareil, c'était pas affirmé parce que pas trop OK. Et je l'ai même pas trop conscientisé, mais j'étais amoureuse de 3 personnes différentes et je les aimais de manière complètement différente. Et le plus dur, je trouve, dans le polyamour, c'est de gérer le temps, parce qu'il faut du temps pour les relations. C'est long, une relation, c'est de l'engagement, c'est du temps. Et du coup, ça, pareil, il faut que ce soit très clair, et que si tu as un partenaire ou une partenaire principale, que tout le monde soit bien au courant, et que tout le monde soit d'accord, et que si quelqu'un ne l'est plus, il faut en discuter, et il faut retrouver des... Mais après, un couple en polyamour, il a autant de problèmes qu'un couple tradi, c'est pas les mêmes problèmes. Le polyamour, c'est pas la solution à tout, non plus. Bien sûr, de toute façon, il n'y a pas de relation parfaite, quelle qu'elle soit, il n'y aura jamais de relation idéale. Non, c'est sûr. Et du coup, je rebondis là-dessus parce que sur Instagram, je suis une personne qui est en polyamour et qui en parle très librement, etc. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu vraiment ce que c'était le polyamour. Et cette personne, du coup, expliquait que c'était aussi compliqué, du coup, quand tu vivais une rupture. Ah bah oui. Mais que l'avantage, je mets des guillemets, c'est que il était aussi en couple avec... il était en polyamour, du coup, avec une autre personne qui, du coup, l'a réconforté de sa rupture avec l'autre personne. Et je me disais, mais... Genre, mon cerveau, tu sais, ça a fait l'image avec la tête qui explose. Là, j'étais genre, t'as un stade de « Oh mon Dieu, c'est possible !» C'est incroyable, mais tu vois. En vrai, c'est pas si incroyable, parce que dans une relation amicale qui est tout aussi, pour moi, sacrée qu'une relation amoureuse, voire plus, t'as une rupture amicale, c'est affreusement difficile. Oui. Et tes autres amis sont là pour te réconforter. Oui, c'est vrai. En vrai, donc c'est comme tout deuil de relation, c'est super dur. Et tu peux avoir du réconfort d'autres personnes. Et c'est juste qu'encore une fois, on nous a inculqué qu'il y a un seul amoureux ou une seule amoureuse dans ta vie. Et que du coup, quand tu la perds parce que séparation, c'est la fin du monde. Alors que tu peux être au bout du rouleau parce que t'as perdu cette relation-là et que t'aimais très fort cette personne-là. Pour autant, t'aimes toujours autant une autre personne. Et oui, elle te réconforte. Etc. Exactement. Oui. Mais c'est vrai que c'est tout un autre schéma. C'est tout un autre schéma, Et alors bon, peut-être parce que je suis sur ces réseaux-là, mais j'en entends en tout cas de plus en plus parler, ou en tout cas, j'aime bien connaître ça, qui est complètement à l'opposé de ce que je peux vivre. Mais parce que je trouve ça aussi super, en fait. Qu'on en parle, que ça soit assumé, que ça soit dit. Et en même temps, je me dis, mais ça doit pas être facile quand tu débutes une nouvelle relation, que quelqu'un te plaît
Et tu lui dis, alors oui, mais du coup... Par contre, si c'est moi, il y a aussi machin et machin. Puis de temps en temps, il y a machin. Comment tu fais pour rencontrer quelqu'un et tu sais qu'il est en polyamour? Ça doit être hyper déceptif aussi que du coup, la personne qui te plaît te dise, moi, je suis exclusif. Bah... En vrai, déjà, là, en ce moment, je pense que je suis... Alors, je suis même pas polyamoureuse, vu que je suis pas amoureuse de plusieurs personnes. Mais je pense que, naturellement, je vais être plus attirée vers des gens... Enfin, tu sais, ça va résonner plus avec des gens qui partagent peut-être ce mode de vie-là. Et surtout, c'est fluide. Là, je me définis pas. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un et que je vais être en couple exclusif parce que j'aurai envie, à ce moment-là, de l'être. J'ai pas l'impression, mais je me ferme pas de porte. Je me dis pas, je suis polyamoureuse, c'est pour toute ma vie. Oui, puis t'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas. Et peut-être qu'un jour, je serai avec juste 2 personnes et ce sera chouette et je serai hyper épanouie comme ça. Peut-être qu'on sera en couple, j'en sais rien du tout. Je me ferme vraiment pas la porte à aucun schéma de relation et même en créer un nouveau qui me convient à moi. La question de départ. J'ai oublié la question de départ. Ah oui, quand je rencontre quelqu'un. Comment est-ce que tu fais pour introduire justement ce relation ou polyamour? Alors j'ai déjà fait le choix, très égoïste encore une fois je pense, mais de ne pas m'engager avec quelqu'un si j'ai pas ma liberté. En fait, ma liberté de relation, elle passera toujours avant n'importe quel engagement avec qui que ce soit. Parce que j'ai vécu des relations, je sais comment je fonctionne aussi, un petit peu. Même si, encore une fois, ça peut changer, c'est fluide. Mais aujourd'hui, je sais que je ne peux pas être en couple exclusif. Et du coup, je ne suis pas attirée par des personnes exclusives. Ça, si je rencontre quelqu'un que je vais trouver très beau ou très belle et qui très vite va me dire que c'est comme me dire... Alors, je vais toujours m'intéresser à la personne, mais elle va plus avoir le statut de potentielle personne. Comme, je sais pas, comme tu rencontres quelqu'un, il y a quelque chose qui te freine un peu chez la personne. Là, ça me fait un peu le même effet. Donc cette personne est d'extrême droite, donc non. Ouais, voilà. Bon, ça me fait pas autant personne d'extrême droite, je next direct. Là, juste, je vais me dire, bon, elle est pas dans les potentialités d'amour, et du coup, ça change un truc dans ma tête. Et t'es dans un autre type de relation. Et je suis dans un autre type de relation. Un truc où il y aura un minimum d'engagement émotionnel ou quoi. Exactement. Après, j'ai de l'engagement émotionnel. Je fréquente plusieurs personnes aujourd'hui. Et j'ai de l'engagement émotionnel dans le sens où c'est des personnes que je trouve vraiment chouettes et que j'apprécie passer du temps avec, j'apprécie coucher avec. C'est des personnes enrichissantes. Et par contre, dès le début, je leur dis... Par contre, voilà ce que moi, en ce moment, je veux ça. Et si c'est pas OK, c'est pas OK. Enfin, c'est OK que ce soit pas OK. Mais on continue pas. Il y a pas de compromis à faire, ni de leur part, ni de la mienne. Et pas de sous-entendu non plus, c'est très clair. C'est très, très clair. Et pour l'instant, la plupart des gens que je date sont tout à fait alignés avec ça. Soit parce qu'ils en sont à un même point dans leur vie où ils n'ont pas envie de choses sérieuses et que du coup, ils me fréquentent de manière très chill, légère de temps en temps. Soit parce qu'ils aspirent à un même mode de fonctionnement ou qu'ils sont dans ce mode de fonctionnement déjà. Là, j'ai eu un date la semaine dernière avec un mec marié en polyamour. Donc marié, il vit avec sa femme et sa femme a un autre partenaire. Et lui, il me datait, il m'a tout dit. Et moi, j'ai trouvé ça génial. J'étais pareil, mais c'est trop cool de multiplier comme ça l'amour. Mais par contre, oui, on se dit tout dès le début. S'il y a des petits nœuds, on en parle. Si c'est des gros nœuds, next. Franchement, pas le temps non plus de m'investir dans des relations qui vont mener à rien. Bien sûr. Mais en tout cas, oui, je suis hyper honnête. Et si je fais une rencontre un jour qui me fait changer mon point de vue, ok. Pour l'instant, non. Mais en tout cas, je sens qu'aujourd'hui, vraiment, je peux pas être en relation avec quelqu'un. J'ai trop de choses à guérir, à connaître sur moi, j'ai trop de chemin à faire seule. Et qu'en même temps, j'ai vachement de choses à donner et à recevoir. Tu sais, je sens que je me sens très à l'aise, de plus en plus à l'aise sexuellement, que je me sens très à l'aise dans plusieurs relations. Et que c'est très cool. Enfin, que ça va vraiment très bien, du coup. Non, je voulais juste parler à la fin d'un mot qui est important. C'est la compersion. Je sais pas si tu connais. Alors, j'ai déjà entendu le terme, mais je t'avoue que... Eh ben, c'est l'inverse de la jalousie. En gros, en définition vulgarisée. C'est bon, j'ai retrouvé, oui. Ouais, c'est le fait de ressentir du plaisir et du bonheur quand tes autres partenaires sont heureux et épanouis. Et ça, je l'ai ressenti très fort récemment et ça a été comme, franchement, un orgasme cosmique, quoi. De voir, du coup, Roxane, on a eu une sexualité où on a fait l'amour à 3. Et on en a parlé beaucoup après parce que
voir l'autre personne prendre du plaisir avec quelqu'un et être là, toutes les deux, ça nous a fait un mindfuck hallucinant de « Oh, waouh, c'est cosmique, là, ce qui se passe. » Tout était aligné, c'était fou, vraiment, le partage, l'amour était inconditionnel. Et du coup, le terme de compersion, il a pris tout son sens à ce moment-là, de déborder de vitalité, d'amour et de bonheur parce que la personne que t'aimes est au top de sa life, quoi. Et ça, mais en fait, c'est une énergie qui se multiplie. T'es trop heureux, du coup, ça déborde de partout et c'est trop, trop chouette. C'est un très chouette... j'allais dire un très chouette... mot, quoi. C'est un très chouette mot. Très chouette mot, très chouette très sentiment. Chouette sentiment, ouais, vraiment. Mais voilà, c'est juste ça qui est bien pour terminer, je pense. Effectivement, on va terminer là-dessus et terminer sur le fait que, comme on le disait un petit peu tout le long de l'épisode, chacun vit ce qu'il a envie de vivre. Tout à fait. Tant que ça reste dans la communication et dans le respect d'autrui, c'est le plus important. Ouais. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est d'être aligné avec soi-même. Complètement. Et de suivre ses envies et ses aspirations. Et d'être honnête et de beaucoup communiquer. Je pense vraiment que c'est le plus important et même de communiquer avec soi-même. Oui, ce qui n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais voilà, de se dire est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, sans non plus dire qu'il faut se prendre la tête à mort sur tout le temps. Ouais. Mais voilà, parfois ça peut être intéressant. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, je suis trop contente. Moi aussi, je suis super contente et puis on vous dit à bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.